Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast 300% Sport pour une nouvelle émission spéciale Ligue des Champions qui abordera donc le sujet des demi-finales retour qui ont eu lieu ce mardi 3 et mercredi 4 mai. En ma compagnie au micro, Glenn Le Gonidec. Bonjour Clément. Bonjour Glenn. Joachim Crézé. Bonjour Clément. Bonjour Joachim. Et Monsieur Lecoq. Bonjour Clément. Bonjour Monsieur Lecoq. Alors, bien évidemment, comme à chaque début de podcast, nous revenons sur ce qu'il s'est passé lors de l'émission précédente. Alors aujourd'hui, c'est Glenn qui va nous raconter ces demi-finales allées légendaires. Oui Clément, et ces demi-finales allées ont été riches en buts, surtout du côté de l'Etihad Stadium où Manchester City recevait le grand Real de Madrid. Sur le papier, l'affiche est magnifique et sur le terrain, elle est encore plus avec un match extraordinaire. City ouvre le score avec le but du magicien belge Kevin De Bruyne dès la 2e minute de jeu. 10 minutes plus tard, c'est Gabriel Jesus qui double la mise. Le Real n'y arrive pas en ce début de match, mais comme souvent, ils vont s'en remettre à leur génie. Karim Benzema qui réduit l'écart à la 33e minute de jeu, 2-1 à la pause. Dès le retour de vestiaire, City repart de plus belle avec le but de Phil Foden à la 53e minute. Joie de courte durée car 2 minutes plus tard, Vinicius Junior se joue de Fernandinho et réduit l'écart à 3-2. City n'a pas dit son dernier mot et Bernardo Silva va envoyer un boulet de canon dans la lucarne de Courtois, 4-2. Et à 10 minutes de la fin, le Real va obtenir un penalty qui va transformer Karim Benzema d'une magnifique panenka. Victoire 4-3 de Manchester City qui remporte ce match spectaculaire. L'autre affiche opposait Liverpool au Petit Poucet Villarreal. La première mi-temps est outrageusement dominée par Liverpool, mais qui n'arrive malheureusement pas à finir. De leur côté, les Espagnols font le dos rond. Il faudra attendre la 53e minute et le but contre son camp du malheureux Estupiñán. Ce but va soulager Liverpool qui va même en inscrire un deuxième seulement 2 minutes plus tard avec la réalisation de Sadio Mané. Villarreal n'inquiétera jamais Alisson et va s'incliner 2-0 sur la pelouse de Liverpool. Merci Glenn. On va donc maintenant passer à l'affiche de ce mercredi soir entre le Real Madrid et Manchester City à l'Estadio Santiago Bernabéu. Joachim. Oui Clément, 8 jours après le match légendaire de l'Etihad Stadium, 4-3, le néo-champion d'Espagne et l'actuel leader en Première Ligue se retrouvent dans un antre mythique, l'Estadio Santiago Bernabéu, qui a vécu tant et tant d'émotions en 8e de finale contre le PSG, puis en quart de finale contre Chelsea. En ce mercredi 4 mai, c'est l'ogre mancunien qui doit faire face à la Furia merengue. Et il y a près de 3 semaines, les hommes de Pep Guardiola s'étaient déjà déplacés à Madrid pour y éliminer l'Atlético de Diego Simeone. Mais en ce 5e mois de l'année 2022, les deux matchs sont tout simplement incomparables. Manchester City défie le poids de l'histoire, l'équipe 13 fois vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles, en quête d'une 17e finale dans la compétition, la première depuis 2018. Et entre les deux matchs, les hommes de Carlo Ancelotti ont même eu l'occasion de célébrer le 35e titre de champion d'Espagne du club suite à une magnifique victoire contre l'Espagnol Barcelone 4-0. C'est donc une équipe en pleine confiance qui reçoit Manchester City. À l'aller, la Casablanca n'avait pas rendu une copie parfaite, en termes de jeu notamment, mais grâce à leur grinta habituelle, leur mental, leur redoutable efficacité, elle avait tout simplement sauvé les meubles. Grâce à un doublé de Karim Benzema et à un but d'exception de Vinicius Junior, le Real Madrid se retrouve exactement dans la même situation que face au Paris Saint-Germain, avec un écart d'un but à combler, une position de chasseur qu'affectionnent les Espagnols. On l'a donc observé contre le club de la capitale, puis même contre Chelsea quand ils étaient menés 3-0. Manchester City est donc prévenu et a comme ambition de mettre fin au miracle permanent madrilène. Pour cela, Pep Guardiola conserve la même ossature qu'à l'aller, avec son 4-3-3, mais avec 2 changements importants. Les latéraux Kyle Walker et Joao Cancelo font leur retour dans le 11, à la place de Zinchenko et Stones. Côté Real Madrid, Carlo Ancelotti doit composer sans David Alaba, longtemps incertain. L'Autrichien est remplacé par l'Espagnol Nacho. Autre changement du technicien italien avec le retour de Casemiro dans l'entrejeu à la place de Rodrigo, son compatriote qui voit son poste occupé par Federico Valverde. Et dès les premières minutes, c'est un scénario totalement inverse qui se dessine par rapport au match aller. Man City est prudent et laisse de nombreuses séquences à son adversaire du soir. En quête de stabilité défensive, les hommes de Pep Guardiola délaissent leur jeu de possession totale par rapport à d'habitude. Et cela se ressent sur le terrain puisque les premières chaudes situations de la partie sont à mettre au crédit du Real de Madrid et de l'inévitable Karim Benzema. Dans le premier quart d'heure, Kabenebe va manquer une reprise de la tête et une reprise de volée sur des centres de Dani Carvajal et Federico Valverde.
Son coéquipier Vinicius Junior va lui-même aussi louper ce geste à la 17e minute, malgré s'être retrouvé en très bonne position. Manchester City a quant à lui à 2 reprises cadré des frappes par l'intermédiaire de Riyad Mahrez et Kevin De Bruyne, mais c'est à la 20e minute que le talent de Thibaut Courtois est enfin réellement mis à contribution. On a vu Pep Guardiola s'agacer. Alors récupéré par Phil Foden, le centre de Phil Foden. C'est pas fini. C'est couvert côté opposé par Nacho. Oh, De Bruyne, quel ballon, quel ballon! De Bruyne pour Bernardo Silva. Et un arrêt exceptionnel de Thibaut Courtois pour laisser le Real Madrid pleinement dans cette demi-finale. Sur une passe millimétrée du maestro Kevin De Bruyne, Bernardo Silva était encore tout proche d'inscrire un but d'anthologie, d'une reprise de volée du pied droit, mais finalement c'est le talentueux portier belge qui va prendre le dessus dans ce duel. Une frappe synonyme d'une montée en puissance de Manchester City. Et dans cette première période, les hommes de Pep Guardiola vont la démontrer encore à 2 reprises avec une frappe enroulée mais pas cadrée de Gabriel Jesus à la 23e minute, puis avec une reprise de volée de Phil Foden à la 40e. Cependant, c'est bien trop peu pour débloquer la situation de part et d'autre. Le Real de Madrid avait quant à lui de bonnes intentions, sans pour autant réussir à matérialiser ses temps forts. Mais dès les quelques secondes qui suivent le coup d'envoi de la seconde mi-temps, des Espagnols obtiennent l'occasion tant espérée par tout un stade. Coup d'envoi de la deuxième période donnée par les Madrilènes. Toni Kroos déjà en profondeur pour Carvajal, c'est bien joué. Les Madrilènes qui ont eu l'occasion déjà. Et Vinicius qui rate l'énorme occasion après 10 secondes. En deuxième période, ils vont s'en vouloir. Ils vont beaucoup s'en vouloir les Madrilènes. 10 secondes à peine et Vinicius Junior était tout proche de débloquer la situation. En 2 temps, 3 mouvements, une transversale de Kroos, un centre de Carvajal, le Brésilien se retrouvait dans une position inespérée au second poteau. Mais l'ancien de Flamengo voit sa reprise de volée se dérober et passer complètement à côté de la cage de son compatriote Ederson. Une action annonciatrice d'une seconde période folle. En tout cas, pas pendant 25 minutes. Manchester City cadenasse le jeu, le Real de Madrid est inoffensif, le rythme n'est pas digne d'une demi-finale de Ligue des Champions. L'ambiance dans le stade est même devenue morose. Il faut donc un déclic pour raviver la flamme de ce match terne, et ce déclic intervient à la 73e minute de jeu. Bien joué cette passe, c'est magnifique. Cet angle trouvé par Gundogan et l'espace libéré par Bernardo Silva qui va décaler maintenant Riyad Mahrez. Que c'est beau! Le modèle de compte de Manchester City qui vient faire taire le stade Santiago Bernabéu. Bernardo Silva a encore montré l'étendue de son immense talent. C'est Riyad Mahrez qui permet à City de mener 1-0. C'est le scénario rêvé pour Pep Guardiola. Un match cadenassé, sous un faux rythme, puis un éclair de génie pour se mettre à l'abri. L'élément déclencheur de cette action est l'entrant Ilkay Gundogan, auteur d'une passe parfaite pour Bernardo Silva. Une passe permettant aux Portugais de se retrouver en excellente posture pour remonter tout le camp madrilène. Ensuite, le travail de fixation de l'ancien monégasque est excellent, puis la frappe de Riyad Mahrez surpuissante. Un boulet de canon qui cloue sur place Thibaut Courtois, un boulet de canon qui met à terre le Real Madrid. L'Estadio Santiago Bernabéu a beau tenter de relancer son équipe par des encouragements ou encore des chants, les hommes de Carlo Ancelotti ont pris un sacré coup sur la tête. Ne manque plus qu'à Manchester City d'achever définitivement la bête. João Cancelo en a l'opportunité à la 87e minute avec une frappe encore une fois surpuissante, détournée par Courtois, puis Jack Grealish, près de 60 secondes plus tard, qui voit son tir sauvé sur la ligne par Ferland Mendy suite à un rush exceptionnel. 2 occasions immenses pour les Sky Blues de tuer le game. 2 occasions immenses que les hommes de Pep Guardiola vont ruminer pendant des mois et des mois. Pourquoi ? Car à partir de la 90e minute, l'Estadio Santiago Bernabéu va vivre le renversement de situation le plus historique depuis des décennies et décennies. Un scénario irréel, un scénario hitchcockien qui relève de la science-fiction. Rodrigo qui est loin, Nacho, Camavinga, deuxième poteau vers Benzema, la remise de Karim Benzema. Il fallait un éclair, il fallait une lumière dans la nuit. C'est Karim Benzema qui remet ce ballon pour Rodrigo et qui permet au Real Madrid de revenir dans la partie. Plus qu'un but à rattraper, un but. Ça va être dingue, Paul. Parce que 10 minutes, c'est très très long. On va encore vivre un moment irrationnel. Le centre de Carvajal. Le centre de Carvajal. Et la terre vient de trembler à Madrid. C'est
Incroyable. Incroyable. On n'a plus le mot. Paul, on n'a plus le mot pour décrire cette équipe. On n'a plus le mot pour décrire ce stade. On est dans une ambiance folle. C'est irrationnel ce qui est en train de se passer. 89 secondes chrono. C'est le temps qu'il aura fallu à l'héroïque Rodrigo pour renverser la situation. Irrationnel. Même les plus grands scénaristes de tous les temps, les Alfred Hitchcock, les Steven Spielberg ne pouvaient pas écrire un meilleur scénario. Même l'un des plus grands tacticiens de l'histoire, Pep Guardiola, ne peut trouver une explication. C'est surréaliste. Le Real Madrid est immortel, poussé par des forces qui échappent à notre compréhension. C'est irréel. Le Real Madrid possédait 2 buts de retard. À moins d'1 minute du temps additionnel, une remontada, sauce Maison Blanche. Le foot est merveilleux. À la 90e minute, c'est Eduardo Camavinga qui enclenche l'action du premier but. Un centre peut-être un peu long, mais une remise parfaite de Karim Benzema pour Rodrigo, venu couper au premier poteau pour relancer son club. Le deuxième but, quant à lui, intervient suite à un centre parfait de Dani Carvajal et un coup de casque magistral du petit Brésilien, 1m74. Le match est relancé, le match atteint des sphères inimaginables et on ne l'explique toujours pas comment 2-1. Comme il y a plus de 3 semaines contre Chelsea, le Real Madrid joue son destin sur une séance de prolongation et pour l'emporter, Carlo Ancelotti est passé d'un 4-3-3 à un 4-2-3-1 sans le trio fantastique de l'entrejeu Kroos, Casemiro, Modric. Tout pour l'offensive, une philosophie qui se ressent dès les premières secondes de cette séance de 30 minutes. Nous sommes à la 93e minute, quand Rodrigo déborde dans le camp Citizens avant de centrer vers Karim Benzema dans la surface, fauché dans la surface de réparation par Rumédias. Penalty pour le Real de Madrid. Il a réussi avec le double buteur. Rodrigo pour Benzema. Penalty pour Madrid. Karim Benzema accroché. Laissez Karim Benzema se concentrer et essayer de battre Ederson. C'est parti pour Benzema. De Karim Benzema. Voici la Casablanca qui prend les commandes. Karim Benzema était resté muet jusqu'ici, mais c'est lui qui, au moment le plus important du match, sort de sa boîte et offre la qualification au Real de Madrid. La 17e finale de l'histoire du club. Le 15e but de Kabenobé cette saison en Ligue des Champions. En ce mercredi 4 mai 2022, notre Français aurait pu perdre son statut de favori du Ballon d'Or, aux dépens de Sadio Mané, Mohamed Salah ou encore Kevin De Bruyne. Mais finalement, grâce à ce scénario ubesque, il emmène avec lui ses coéquipiers au Stade de France et pose les jalons d'un succès retentissant. Une soirée de rêve pour la communauté madrilène, une soirée de football irréel, inexplicable. Une soirée comme on les aime. Manchester City est quant à lui éliminé et voit sa quête de remporter la première C1 de son histoire s'effondrer. Merci Glenn, merci Joachim de nous avoir raconté ce match épique, le destin de ce Real Madrid décidément immortel. Nous allons débriefer de ce match dans quelques temps, mais tout d'abord écoutons le portier de la Casablanca, Thibaut Courtois. Thibaut, il y a eu Paris, il y a eu Chelsea. Est-ce que ce qui s'est passé ce soir c'est encore plus fou, encore plus dingue ? Ouais, c'est plus dingue parce que c'était jusque le dernier moment, c'était minute 90 et minute 92, donc c'est ça qui est incroyable, mais on y croit. Je crois que même avec 0-1, du minute 80 jusqu'à 89, on n'était pas vraiment bien. Ils ont eu 2 grosses occasions, un que Ferland il sauve très bien sur la ligne, l'autre que je sauve avec mon pied. Et d'un coup, il arrive le 1, et là tu vois qu'ils ont peur et qu'ils pensent oui. Et c'est là qu'on a fait, je ne peux pas l'expliquer mieux que ça, mais c'est incroyable quoi. Vous avez senti qu'en face ça changeait, qu'il y avait de la crainte chez les joueurs de City ? Après le 1, tu savais que l'arbitre vient de mettre 6 minutes, et 6 minutes tout est possible, et avec cette équipe, je crois Paris l'a vu aussi, qu'on a mis le 2-1, juste une minute après on a fait le 3-1 contre eux, donc c'était un peu la même chose aujourd'hui, et dans la prolongation on savait qu'on était mieux que physiquement et qu'on avait le momentum pour gagner quoi. Monsieur Lecoq, Joachim, Glenn, j'aimerais votre première impression, presque à chaud. Quels sont vos premiers sentiments, Monsieur Lecoq ? Le premier sentiment, c'est effectivement que c'est miraculeux une fois de plus. C'est un parcours absolument incroyable que réalise le Real de Madrid. C'était extrêmement compliqué contre Paris. Il retourne la situation, c'est pareil, en quelques minutes. Contre Chelsea, c'est déjà irrationnel. Là, ça l'est encore plus
contre City. Donc voilà, c'est un match effectivement qui fait aimer le foot, un match comme on les aime, avec un scénario complètement dingue. Ensuite, je trouve ça un petit peu dur pour City. On pourrait y revenir plus tard, mais City méritait peut-être davantage au point de vue de gagner. Voilà, c'est un match, comme l'a dit Monsieur Lecoq, pour moi, c'est irréel. De toute façon, on ne sait toujours pas comment le Real Madrid a réussi à s'imposer. 2 minutes de but, c'est tout simplement inexplicable. Le tir de Jack Grealish sauvé sur la ligne, puis les 2 buts derrière, c'est complètement incroyable, c'est renversant. On aime le foot pour ces moments-là, ce sont des émotions incroyables. Et même si le Real Madrid n'a pas totalement mérité sa qualification, c'est un renversement de situation totalement ubuesque et qui nous fait aimer le football. Donc c'est vraiment des sensations assez inexplicables. Je suis pas d'accord avec toi, Joachim. Le Real a totalement mérité sa qualification. Ils ont montré un mental, mais tu te dis, à la 90e minute, t'es mené 1-0, tu dois marquer 2 buts pour arracher les prolongations, et ils le font avec un mec d'1m74 qui monte plus haut que des mecs qui font 1m90 comme Ruben Dias. Le Real de Madrid a, pour moi, mérité sa qualification. Ça s'est joué au mental, ça s'est joué à la plus grande équipe, et hier soir, c'était le Real de Madrid. Alors un petit commentaire. Je suis d'accord, hein, c'est pas du tout immérité. Dans le foot, la chance, ça compte aussi. Et les arrêts que fait Courtois sur une frappe, par exemple, de Grealish à la fin, le ballon passe à 2 cm du poteau, le sauvetage de Ferland Mendy est complètement miraculeux lui aussi. Donc évidemment, le Real a mérité. Hein. Enfin, il n'est pas question de dire que c'est dû uniquement à la chance, mais la chance, ça compte aussi. Et pour l'instant, dans cette session de Ligue des Champions, la chance, elle est clairement du côté du Real de Madrid. Monsieur Lecoq, le Real Madrid a connu 3 renversements de situation dans son parcours. Donc on rappelle contre le PSG, Chelsea et Manchester City. Est-ce une finale méritée et logique ou une qualification irrationnelle où le Real n'avait jamais de marge sur ses adversaires? Je ne vais pas me contredire avec ce que je viens de dire juste auparavant. La chance, ça compte. Et je trouve que voilà, dans cette saison de Ligue des Champions, le Real de Madrid a tout ce qu'il faut de ce côté-là. Voilà, tout leur réussit. Après, c'est évident que quand ces scénarios se reproduisent 3 fois, à chaque fois le Real est mené, le Real est dominé dans le jeu, et à chaque fois en fin de match ils arrivent à revenir, ça n'est pas non plus complètement du hasard. Donc c'est pareil, c'est une réponse mitigée. Il faut de la chance. Là, la chance, elle est clairement du côté du Real pour l'instant. On verra en finale ce que ça donnera. Et il faut aussi un mental effectivement absolument incroyable. C'est-à-dire que tant que le match n'est pas terminé, le Real sait qu'il peut gagner. Et ça vaut aussi pour ses adversaires. C'est-à-dire que ses adversaires ne sont pas en confiance jusqu'au bout. Ils ont toujours peur, ils ont toujours la crainte d'un retour du Real parce que ils ont vu ce qui s'est passé les matchs précédents. Et donc, ils ne peuvent jamais être complètement sereins. Ce qui les amène, je pense, à déjouer. Dès que le Real commence à marquer un but, l'équipe en face se met à douter. Joachim, si le Real Madrid est certainement qualifié, c'est grâce à ses ailiers brésiliens Vinicius Junior et Rodrigo. Les avait-on un peu sous-cotés dans l'effectif du Real Madrid? Vinicius Junior, je pense qu'on l'a de plus en plus considéré au fur et à mesure de la saison. On l'a vu hier, il a été impressionnant, Vinicius. Il a enchaîné les sprints et face à un réel client, Kyle Walker, il m'a vraiment étonné. Et je pense que Vinicius Junior a vraiment passé un cap. Par contre, Rodrigo, c'est vrai que c'est un joueur qu'on ne connaissait pas beaucoup. Et de là à penser que ça serait le facteur X dans cette fin de saison, il vient d'offrir le titre en Liga au Real Madrid. Il vient de marquer un doublé incroyable contre Manchester City. C'était tout simplement irréel de penser qu'un joueur comme Rodrigo, qui est très très jeune, arrive à débloquer des situations comme celle-ci. Glenn, pendant toute la seconde période, le Real Madrid s'est démontré impuissant, incapable de produire du jeu. C'est un signe de faiblesse qui t'inquiète pour la finale? Non, c'est le Real de Madrid, tout simplement. Contre le PSG, au match aller, ils ont fait un match entier sans passer le milieu de terrain. Contre Chelsea, le match retour, ils se sont fait manger pendant 70 minutes. C'est tout simplement le Real de Madrid. Ils peuvent avoir des coups bas, mais où on les voit plus du tout jouer, pendant des vingtaines, des trentaines de minutes, voire une mi-temps entière. Mais on sait toujours que la bête va se réveiller. Là, on l'a vu face au PSG, on l'a vu face à Chelsea, et là encore face à City. Donc moi, je suis pas du tout inquiet pour cette équipe du Real de Madrid, qui pour moi, c'est normal d'avoir des coups bas. Et en plus, le Real de Madrid peut compter sur un mental de fou. Et même s'ils sont mangés, même s'ils sont pas bien, ils vont quand même, pour moi, gagner le match.
Monsieur Lecoq, Carlo Ancelotti a encore une fois sorti du chapeau un coaching XXL, des joueurs décisifs dans le momentum. A-t-il une grande part de responsabilité dans ce qu'il se passe aujourd'hui ? Oui, indiscutablement. Enfin, Ancelotti fait partie des meilleurs entraîneurs du monde. Il n'hésite pas à sortir des joueurs capés comme Toni Kroos, comme Modric, qu'il a sorti assez rapidement finalement dans ce match. Son palmarès parle pour lui. Peu d'entraîneurs sont capables de rivaliser avec Guardiola du point de vue tactique. Et Ancelotti est clairement un de ceux-là. Et je tiens aussi à faire remarquer qu'il arrive à gérer un vestiaire qui est réputé compliqué. Le Real de Madrid, c'est un club à part, un club spécial. Et Ancelotti, par sa gestion à la fois souple et ferme, voilà, c'est une main de fer dans un gant de velours, réussit à gérer toutes ces stars. Et tactiquement, oui, effectivement, il a fait un match quasiment parfait. Donc heureusement pour le Real qu'ils ont un coach tel que celui-ci. Et oui, Carlo Ancelotti a une responsabilité importante dans le parcours du Real cette année en Ligue des Champions et dans sa qualification pour la finale. Glenn, est-ce que en ce jeudi 6 mai 2022, on peut affirmer que Karim Benzema sera Ballon d'Or ? Non, on peut pas l'affirmer parce qu'il y a quand même d'autres joueurs qui pourraient potentiellement le gagner, comme Sadio Mané s'il gagne la finale, s'il gagne la Première Ligue et même la Cup. Donc on peut pas encore l'affirmer, surtout que le Ballon d'Or est réputé pour jamais le donner, pour moi, au joueur le plus méritant. On l'a vu les dernières avec Lewandowski, on l'a vu avec Virgil van Dijk ou Mané en 2019. On l'a vu tellement de fois, des joueurs qui méritaient tellement et qui ne l'ont pas eu. Donc pour moi, je n'affirmerai pas que Benzema l'aura, même si pour moi, personne, même Mané, ne mérite plus le Ballon d'Or que Karim Benzema. Merci Glenn. Maintenant, on va passer au cas Manchester City. Mais avant tout, tu voulais nous raconter tous les échecs du club sous l'ère de Pep Guardiola. Oui Clément, depuis 2016-2017, Manchester City et Pep Guardiola ont la quête commune de remporter la coupe aux grandes oreilles, un rêve qu'ils n'ont pas toujours réussi à concrétiser. À l'instar du Paris Saint-Germain, dans l'historique européen du club anglais depuis 6 ans, on retrouve une élimination en 8e, 3 en quart de finale, une en finale et maintenant une en demi. En 2017, les Sky Blues se font sortir par la sensation monégasque au terme d'un match d'exception. 12 buts sur les 2 matchs à l'Etihad Stadium puis au stade Louis II. Kylian Mbappé marquera ses premiers buts en Ligue des Champions. Match nul, 6 partout dans cette double confrontation, mais élimination de City à cause de la règle du but à l'extérieur. En 2018, scénario cauchemardesque pour les hommes de Pep Guardiola, dominés de la tête et des épaules par Liverpool, 5-1. En 2019 et en 2020, le rêve s'effondre en quart de finale contre des équipes inférieures sur le papier, Tottenham et Lyon, contre les Londoniens défaite cruelle, encore à cause de la règle du but à l'extérieur, 4 partout sur les 2 matchs, alors que contre Lyon, Man City perd ses moyens et s'incline 3-1. La campagne de 2021 est quant à elle une réussite. Victoire facile contre Dortmund et le Paris Saint-Germain, mais en finale à Porto, les Anglais concèdent un but de Kai Havertz pour Chelsea peu avant la mi-temps, un handicap qu'ils n'arriveront pas à remonter. Après donc 6 ans, Manchester City et Pep Guardiola n'ont donc pas réussi à mettre la main sur la coupe aux grandes oreilles. Merci Joachim. Monsieur Lecoq, suite à cette défaite, est-ce que le projet de Manchester City de remporter la Ligue des Champions avec Pep Guardiola est-il remis en cause ? Manchester City doit-il tout simplement changer de coach pour passer un cap ? Ah non, je pense pas. Je pense qu'il y a peu de coachs qui sont aussi performants que Guardiola. Je reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure. La chance, ça compte aussi. Et on peut pas dire que City a eu beaucoup de chance ces derniers temps. C'est quelque part, rassurant. Et ça fait presque plaisir de voir que les clubs les plus riches, qui dépensent des milliards depuis quelques années, comme City ou Paris, n'arrivent pas à gagner avec champion. Un club, c'est autre chose. Il faut aussi une histoire, il faut aussi un public, il faut aussi une ambiance particulière. Mais Guardiola, moi, si j'étais le président de City, je n'hésiterais pas une seconde et je garderais évidemment à mes côtés sur le banc de City. C'est vraiment un des meilleurs coachs au monde. Son équipe joue très très bien. À quelques centimètres près, ça passait. Ils finiront, je pense, s'ils continuent sur ce tempo par l'emporter. C'est une compétition qui est extrêmement dure, la Ligue des Champions. Voilà, il faut que City persévère, et puis ça finira par payer. Joachim, on se souvient que lors des dernières campagnes, Pep Guardiola avait tenté des coups tactiques qui lui avaient coûté la qualification. Sur ce match, doit-on reprocher quelque chose aux techniciens espagnols ? Non, je pense pas qu'on puisse reprocher quelque chose à Pep Guardiola. Autant contre Lyon et contre Chelsea,
il y avait eu des dispositifs assez incompréhensibles, notamment je me rappelle en finale contre Chelsea, il avait tenté une défense à 3 si je me souviens bien, et c'était assez étonnant. Là il a voulu justement maîtriser la partie, imprimer plutôt un faux rythme, essayer de garder de la stabilité défensive, mais finalement c'est plus un scénario ubuesque qui contraint City à être éliminé. C'est pas forcément de la faute de Pep Guardiola. Certains diront « Oh, il a fait sortir Kevin De Bruyne. Oh, il a fait sortir Riyad Mahrez. » Mais je pense que beaucoup de coachs auraient eu pas cette analyse, mais aussi il y a la Première Ligue qui se joue. Peut-être conserver ces cadres pour de futurs rendez-vous, pour de prochains matchs, quoi. Glenn, pendant tout le match, Manchester City semblait contrôler la situation, mais moins attaqué que d'habitude. Selon toi, si les Citizens sont éliminés, c'est plutôt à cause de cette tactique moins offensive ou de ce scénario irréaliste? C'est à cause du scénario, parce que quand tu mènes, quand c'est toi qui as la main, que en plus de ça, tu mets un but de plus, tu vas pas jouer très offensif. Ils ont joué moins offensif que d'habitude, mais c'est totalement normal quand tu as une équipe qui t'a la main. Tu peux pas jouer offensif. Ils ont joué plus défensif avec un Walker qui n'est quasiment jamais monté, qui n'a quasiment jamais pris son couloir. Donc pour moi, c'est pas de la faute de la tactique, c'est de la faute de ce scénario surréaliste, de ce Rodrigo qui nous met un doublé en 2 minutes, de cette équipe du Real de Madrid qui ne lâchera jamais rien. Et pour moi, le City n'a pas grand chose à se reprocher à part peut-être non, pour moi, ils n'ont rien à se reprocher. C'est surtout le Real de Madrid qui a eu, comme l'a dit Monsieur Lecoq, cette part de chance qu'il fallait. Merci Glenn. On va passer maintenant à la deuxième demi-finale retour de cette Ligue des Champions. Donc Villarreal-Liverpool à l'Estadio de la Ceramica. Pour leur déplacement en Espagne, les Reds comptaient 2 buts d'avance. Joachim. Oui Clément, et en ce mardi 3 mai 2022, les hommes de Jürgen Klopp peuvent écrire une nouvelle grande page de l'histoire de Liverpool si le Reds arrive à tenir cette avance de 2 buts obtenue à l'aller à Anfield grâce à un contre son camp du latéral colombien Estupiñán, puis à une réalisation de la superstar Sadio Mané. Ils iront chercher la 10e finale dans la compétition du club anglais. Une surprise ? Pas du tout, au vu de l'année civile 2022 d'exception que réalise Liverpool. On le rappelle, l'équipe de la Mersey est en lice pour le titre dans toutes les compétitions auxquelles elle participe, Ligue des Champions, Premier League, FA Cup et League Cup, trophée même déjà remporté contre Chelsea, solide défensivement avec 360 minutes d'invincibilité sans prendre du but, efficace et attrayant offensivement avec 23 buts lors des 10 derniers matchs, brillant dans l'entrejeu, ce collectif est présenté comme le meilleur du monde à l'heure actuelle. Le défi s'annonce donc énorme pour le petit poucet de ces demi-finales, Villarreal, présent seulement pour la 2e fois de son histoire à ce stade de la compétition. La semaine dernière à Anfield, les hommes d'Unai Emery ont été asphyxiés, étouffés par le pressing et la possession totale des Reds, au point de ne tirer qu'une seule fois dans la partie. Une revanche tactique pour l'ancien coach du Paris Saint-Germain qui, malgré les déboires de la rencontre aller, conserve la même ossature. Dans ce 4-4-2, on retrouve les mêmes défenseurs, les mêmes milieux de terrain, dont nos Français Etienne Capoue et Francis Coquelin, mais pas les mêmes attaquants. La star de cette équipe, Gérard Moreno, victime d'une lésion musculaire récemment, fait son retour dans le 11, tout comme l'ancien Rémois de nationalité sénégalaise Boulaye Dia, au détriment du néerlandais Arnaud Danjuma et du Nigérian Samuel Chukwueze. Côté Liverpool, Jürgen Klopp conserve là aussi le même dispositif, le 4-3-3, mais change 2 éléments par rapport à la semaine dernière. Le Guinéen Naby Keita, buteur décisif à Newcastle ce week-end en Première Ligue, et le Portugais Diogo Jota remplace respectivement le capitaine Jordan Henderson et le faux follet colombien Luis Diaz. Pour le suspense de cette rencontre, tous les fanatiques de football sont unanimes, tout va se jouer dans le premier quart d'heure. C'est d'ailleurs à cette barre symbolique que Mason Mount avait débloqué la situation pour Chelsea à Madrid contre le Real, il y a moins d'1 mois. Résultat, un match fou, certes perdu par les Blues, mais emballé et dominé de la tête et des épaules par les Londoniens. Emballer la rencontre, ajouter de l'impact physique, de la rigueur tactique, de la qualité technique, ne plus rien calculer, les mots d'ordre sont simples mais tellement primordiaux dans la quête de ne serait-ce qu'avoir un seul % de chance d'aller à la première finale de l'histoire de la C1 du sous-marin jaune et d'entrer. L'impact physique imposé par les Espagnols, la qualité technique de Gérard Moreno, les projections des milieux de terrain comme Francis Coquelin et Etienne Capoue ou encore la position haute des latéraux permettent à Villarreal d'obtenir sa première occasion. Gérard Moreno avec la projection de Francis Coquelin. Oh, il est bon ce centre, un tout petit peu long quand même pour Boulaye Dia. Parejo
avec Estupiñán. Et le centre d'arrivée de Capou et Boulaïdia. Incroyable premier but en Ligue des Champions de l'ancien Rémois Boulaïdia. Et écoutez la Ceramica ici. Incroyable. L'exploit était en marche. En tout cas, c'est le scénario rêvé. Premier tir, premier but, c'est l'entame de partie rêvée par Unai Emery et ses hommes. L'histoire est en marche, le centre du malheureux Colombien en match aller. Estupiñán est parfaitement brossé, travaillé pour Etienne Capou. Au second poteau, l'ancien Toulousain exécute un centre-tir de volée que l'ancien Rémois Boulaïdia reprend du pied droit. Le premier but en Ligue des Champions d'un homme qui évoluait il y a 4 ans encore au club de Jura Sud, arrivé pour 12 millions d'euros cet été après une saison d'envergure en Ligue 1 au stade de Reims. C'est un réel conte de fées pour ce franco-sénégalais, champion d'Afrique cet hiver avec les Lions de la Teranga, qualifié pour le mondial en fin d'année après avoir marqué le seul but de son équipe en barrage contre l'Égypte. 1-0 pour Villarreal. La moitié de chemin est déjà comblée, le suspense totalement relancé. Les minutes qui suivent dans cette première période sont d'une intensité extrême, notamment physiquement, athlétiquement. Liverpool est dans les cordes complètement déstabilisé par le pressing tout-terrain espagnol. Seulement 40% de passes réussies après une demi-heure de jeu. Imprécis offensivement, notamment à la 24e minute, lorsque Mohamed Salah se défait d'Estupiñán et sert en première intention. Diogo Jota, parfaitement placé, mais rattrapé par Raúl Albiol, après un mauvais contrôle sur la seule occasion du premier acte. Et à la 41e minute, les Reds vont payer encore cash ce manque de maîtrise collective. Gérard Moreno, dont la présence est déjà un pari sur la pelouse. Attention à Etienne Capou, parfaitement lancé dans le dos de Robertson. Etienne Capou, le bien petit joué. centre avec l'arrivée de Coquelin. L'arrivée de Francis Coquelin. Oh, l'exploit est en marche. La remontada de Villarreal est en cours. C'est dingue ce qu'on vit à la Ceramica, c'est fou. Qui aurait cru Liverpool se faire manger par le sous-marin? Incroyable. C'est incroyable, pour la première fois de l'année 2022, voire pour la première fois de la saison, Liverpool est ultra dominé sur une mi-temps. Durant ces 45 premières minutes, Villarreal a mis tous les ingrédients qu'il fallait pour revenir dans ce match. Sur ce deuxième but, c'est notre duo de tricolores qui excelle là où on ne les attendait pas. C'est encore une fois Etienne Capou qui est passeur décisif, auteur d'un centre du pied gauche magistral au second poteau, suite à un dribble derrière la jambe d'appui pour Francis Coquelin, l'ancien Lavallois, l'ancien d'Arsenal, buteur de la tête malgré un physique de taille moyenne, 1m78. Un énième duel remporté sur ce coup-là, sur Trent Alexander-Arnold, et Villarreal revient à égalité sur les deux rencontres, 2-0. C'est irréel, cette petite ville de 50 000 habitants n'est plus très loin de réaliser l'impensable. Qui aurait mis ne serait-ce qu'un centime au début de la saison sur une finale de Ligue des Champions avec Villarreal? Certainement personne. Cette première période était digne d'une orgie de football. Certes, il n'y aurait eu que 3 occasions dans l'ensemble, mais déjà un scénario fou. Dans le monde du football, pour qu'on reconnaisse une grande équipe, les spécialistes ajoutent qu'elle ne loupe pas 2 matchs consécutifs. En ce mardi 3 mai 2022, le cas de Liverpool est à part. Les hommes de Jürgen Klopp doivent quant à eux ne pas louper 2 périodes consécutives pour voir leur rêve d'écrire une légende inédite s'effondrer. Et de suite, les Reds reprennent leur marche en avant, leurs aptitudes à réciter leur football. La qualité technique fait son retour dans l'entrejeu. Luis Diaz rentré à la place de Jota amène de la vivacité sur le front de l'attaque et du tout au tout, les occasions refont surface. À la 55e minute, sur un coup franc joué à 2, Trent Alexander-Arnold tente sa chance à 30 mètres, voit son tir contré par Coquelin, puis rebondir sur la barre transversale. Premier signe d'un renouveau côté Liverpool, le deuxième, peu après l'heure de jeu, sera fatal à Villarreal. Ouais, bien fait, Fabinho. Avec Salah, retrouve le Brésilien à la limite du hors-jeu. Fabinho. L'erreur. Oh, il vient casser l'ambiance. Il vient casser l'ambiance, Fabinho. Oh, et le soulagement des Reds. Ils en avaient grand besoin de ce but de Fabinho. Jamais cette saison, ils n'avaient autant été mis en difficulté les joueurs de Jürgen Klopp. C'est un classique pour Liverpool cette saison. Un but des Reds après une longue conservation de balle collective est devenu habituel pour les fanatiques de football. L'intelligence de Fabinho a cette fois-ci fait la différence. Après une projection bien sentie, l'ancien monégasque a parfaitement observé les pas d'anticipation de Geronimo Rulli
pour enclencher une frappe surpuissante derrière. Le portier argentin est donc en retard et ne peut plus rien faire pour conserver sa cage inviolée. 2-1, Liverpool est provisoirement qualifié mais pas rassasié. L'objectif est simple, mettre fin au suspense en marquant un deuxième but. Seulement 3 minutes après la réalisation de Fabinho, Luis Diaz touche le poteau après un rush en solitaire d'exception. La première tentative est manquée pour le Colombien, mais la deuxième est la bonne plus de 100 secondes plus tard. Les joueurs de Liverpool ont bien compris que dès qu'ils récupéraient le ballon, il fallait le donner à Diaz. C'est-à-dire qu'on oublie presque qu'il y a Salah, qu'il y a Mané et compagnie autour de lui. Regardez l'espace là. Et en milieu du terrain, ça permet à Mané de servir. Trent Alexander-Arnold à la projection de Luis Diaz. Et cette fois-ci, c'est la bonne pour Luis Diaz. Il a tout changé. Il a métamorphosé Liverpool. Et les Reds sont en train de briser le rêve de remontada de Villarreal, de partout. Quel coaching de Jürgen Klopp, prolongé cette semaine jusqu'en 2026, le technicien allemand a encore trouvé la clé. L'entrée de Luis Diaz a métamorphosé son équipe, tout comme son discours à la mi-temps. Le centre du pied gauche d'Alexander-Arnold est un caviar pour le Colombien, buteur de la tête à la limite du hors-jeu. Fin du suspense à l'Estadio de la Ceramica, mais pas fin du spectacle. L'un des favoris du Ballon d'Or, le champion d'Afrique sénégalais 2022, Sadio Mané alourdit la note pour offrir une nouvelle victoire à Liverpool. Firmino également. Ouais, Firmino est carrément sorti de la rotation. Attention, gardien. Oh, Rouli s'est trompé. Et Sadio Mané va terminer le travail. Et ça fait 3 pour Liverpool. Mais le sous-marin jaune torpillé par Liverpool. Les Reds vont s'offrir une 10e finale de Ligue des Champions. Une erreur de l'ancien Montpellierin Geronimo Rulli et l'ancien Messin Sadio Mané permet aux Reds de l'emporter 3-2 et élimine officiellement Villarreal, un valeureux combattant qui aura éliminé la Juventus Turin, le Bayern Munich qui aura bien cru renverser la situation contre l'ogre Liverpool mais qui aura payé dans l'ensemble ses carences défensives. On évoque bien évidemment les bourdes de son gardien ou encore le CSC d'Estoupignan. Côté Liverpool, rendez-vous le samedi 28 mai pour la 10e finale de l'histoire de ce club historique. Merci Joachim. On va maintenant passer au débrief de cette rencontre. Monsieur Lecoq, on va faire l'honneur d'entrer à la sensation Villarreal. Première question, est-ce que selon vous, Villarreal est l'équipe qui a le plus malmené Liverpool cette saison ? Est-ce que la première période du sous-marin jaune est un exploit colossal à vos yeux ? Oui, je pense que c'est un exploit. Il y a effectivement très peu d'équipes qui sont capables et qui ont réussi cette saison à bouger Liverpool et à les faire douter comme c'était le cas de Villarreal en première période. C'est effectivement un petit club avec des joueurs qui ne sont pas forcément extraordinaires, mais le coach Unai Emery a réussi à en faire un collectif impressionnant. Et oui, pendant une mi-temps, ça a vraiment été à la limite pour Liverpool. Villarreal a tout donné, a tout tenté. Si jamais, par miracle, ils avaient réussi à inscrire un 3e but, là, ça aura vraiment été quelque chose d'inquiétant pour Liverpool. Ensuite, il faut quand même préciser aussi qu'ils ont eu là aussi de la réussite en première mi-temps. Ils ont tout donné, ils ont très bien joué, mais si mes souvenirs sont bons, ils font 2 tirs cadrés et 2 buts. Donc il y avait tout pour eux, mais ils l'ont mérité. Ils n'ont pas craint Liverpool, ils ont tenté crânement leur chance, et c'est vraiment tout à leur honneur. Glenn, peut-on parler de parcours historique, de parcours dont on va se souvenir pendant des années et des années, à l'instar de celui de l'Ajax en 2019 ? Oui, le parcours il est historique pour un si petit club de Villarreal, une petite ville, seulement 50 000 habitants. Dites-vous, c'est comme si Saint-Brieuc allait jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. C'est incroyable pour moi. Mais pour moi, ça va pas faire autant parler que l'Ajax, parce que leur élimination est pas, je trouve, elle est moins cruelle que celle de l'Ajax. Moi, quand l'Ajax s'est fait éliminer en 2019, j'étais vraiment triste, comme si je supportais l'Ajax, alors que je ne suis pas plus fan que ça de l'Ajax. Mais là, Villarreal, ils se font éliminer. Pour moi, c'est beaucoup plus logique. C'est beaucoup moins cruel pour les joueurs de Villarreal, même s'ils ont failli faire cet exploit-là de renverser Liverpool. Mais ça reste un parcours historique pour la petite ville de Villarreal. Joachim, avec ce parcours d'envergure de son club, Unai Emery a-t-il prouvé que c'était un grand technicien ? Est-ce qu'il serait capable de réussir dans un grand club alors qu'il a déjà échoué au PSG et à Arsenal ? Pour moi, oui, il a prouvé que c'était un grand technicien dans le sens où le club lui a laissé les clés pour mener un réel projet et il a réussi, quoi. Il a mené cette petite ville en demi-finale de Ligue des Champions. On peut penser par exemple à Christophe Galtier à Lille qui a mené le LOSC au titre de champion de France. Voilà, si on laisse
à des coachs les clés et qu'ils réussissent. Je pense qu'ils prouvent qu'ils sont des grands techniciens. On laisse les clés à Liverpool, à Jürgen Klopp. On laisse les clés à Manchester City, à Pep Guardiola. Et il y a plutôt de la réussite. Bien évidemment, on aimerait que Unai Emery ait un peu plus de reconnaissance et qu'il aille performer dans un grand club. Mais c'est vrai que là, on lui a laissé les clés, il a performé. Donc pour moi, c'est un très bon technicien. Monsieur Lecoq, parlons maintenant de Liverpool. Est-ce que vous pensez que ce naufrage collectif en première période est inquiétant pour les Reds et peut-il marquer les esprits ? Alors, je tiens déjà à préciser que je manque, je le rappelle, d'objectivité parce que je soutiens Liverpool et en termes de match historique, on en a parlé tout à l'heure. N'oubliez pas la finale de Liverpool contre Milan AC en 2005, je crois, si mes souvenirs sont bons, où Liverpool est mené 3-0 à la mi-temps. Revient 3 partout et finit par l'emporter. Bon, fin de la parenthèse, mais il y a eu d'autres matchs en Ligue des Champions absolument fantastiques. Ils ont mal joué en première période, ils ont subi l'intensité mise par Villarreal. C'est facile de dire ça à la fin du match, mais on n'a jamais été vraiment inquiet en fait pour Liverpool, parce qu'il était évident qu'ils allaient réagir en seconde période. C'était vraiment un non-match en première mi-temps, et ensuite, une fois que leur jeu s'est mis en place, ils ont déroulé. Et il était aussi possible d'imaginer que Villarreal allait s'écrouler physiquement. Ils ont tout donné pendant une mi-temps, ils ont vraiment eu un jeu intense, en courant dans tous les sens, en mettant un pressing incroyable. Liverpool est habitué physiquement à tenir un match entier. Et puis au niveau des individualités, il y a quand même un fossé énorme entre ces deux équipes. Donc ils ont raté une mi-temps, ils se sont repris, ils sont qualifiés pour la finale. Je ne suis pas persuadé que cette mi-temps laisse des traces dans les esprits de Liverpool. Glenn, en seconde période, on a vu une réaction de champion de Liverpool, un renversement de situation incroyable. Alors, qu'est-ce que tu retiens en priorité ? Cette première période manquée ou cette seconde mi-temps parfaite ? Moi, je retiens tout le match. Liverpool est totalement passé à côté de sa première mi-temps, mais c'est là où on reconnaît les grands clubs, on reconnaît les grandes équipes. En deuxième mi-temps, il n'y a pas eu match. Ils ont mis 3 buts en seconde mi-temps. Ils ont totalement tué tous les espoirs de Villarreal. Même comme l'a dit Monsieur Lecoq, c'était un non-match. On savait tous que Liverpool allait réagir, on savait tous que Liverpool allait quand même passer, malgré que le Villarreal a fait une super première mi-temps et que Liverpool est passé totalement à côté. Pour moi, on retient les deux. Liverpool peut être mis à mal par une équipe. Ça, on vient de le voir avec Villarreal. Mais Liverpool réagira forcément en seconde période, car c'est une grande équipe, car c'est un grand club. Joachim, en attaque, le Colombien Luis Diaz a réalisé une performance de haut niveau, une rentrée parfaite. Selon toi, est-ce que la hiérarchie est établie pour cette fin de saison dans ce système offensif ? Luis Diaz doit-il être aligné aux dépenses d'un Diogo Jota ou d'un Robert Firmino ? En tout cas, je l'espère, parce que moi, je trouve que le profil de Luis Diaz, c'est quand même beaucoup plus intéressant que celui de Diogo Jota. C'est un joueur assez rapide, technique, et qui embête vraiment ses opposants. Moi, je trouve que chez Diogo Jota, il manque quelque chose quand il est avançante. Bon, c'est pas un pur avançante non plus, quoi. C'est pas Robert Lewandowski, c'est pas Karim Benzema. Donc, quand il se positionne en numéro 9, moi, je suis pas vraiment fan. Il manque un peu de vitesse et je trouvais qu'il a vraiment manqué sa première période, à l'image de ce contrôle manqué. Il doit faire mieux. C'est une occasion, ça doit faire but. C'est dommage, ou en tout cas un tir. Et bon, voilà, moi je préfère franchement Luis Diaz, le Colombien. Il est feu follet, il arrive de Porto, il est insouciant, et moi il m'étonne, parce que je pensais pas qu'un joueur de Porto comme lui peut réussir à faire tant de différence dans le meilleur championnat du monde, dans la meilleure compétition du monde, que ce soit Premier League ou Champions League. Moi je trouve que c'est incroyable, et j'espère qu'il restera titulaire. Oui. Attention aussi à ne pas oublier Firmino quand même, qui est un grand joueur, qui a connu une saison difficile, mais qui revient bien depuis quelques matchs. Et Firmino, à son meilleur niveau, il a peu de rivaux. Monsieur Lecoq, c'est la 3e finale de Ligue des Champions de Liverpool depuis l'arrivée de Jürgen Klopp. Est-ce que c'est l'une des plus belles histoires du football entre un club et un coach que l'on ait vu depuis des décennies et des décennies ? Bon, alors je ne suis toujours pas objectif, mais Liverpool c'est un club à part, donc oui, c'est effectivement une histoire magnifique. Klopp était fait pour Liverpool, il s'est adapté à ce club. Après, n'oublions pas qu'il y a eu d'autres histoires entre un coach et un club remarquables. Enfin, Zinedine Zidane a gagné la Ligue des Champions avec le Real très récemment en tant que coach 3 fois, si je ne me trompe pas. Donc oui, il y a des belles histoires dans le foot comme cela.
Mais Klopp, qui vient de prolonger à Liverpool, marquera l'histoire de ce club, ce qui est vraiment remarquable parce que c'est un club historique et un des plus grands clubs du monde, si ce n'est le plus grand. Moi, je voulais juste souligner que Jürgen Klopp, il part quasiment de rien. Quand il arrive en 2014 ou en 2015, le club est en Ligue Europa. Et je trouve que la construction de cet effectif, il est majestueux. Il a acheté Sadio Mané, Mohamed Salah, Virgil van Dijk dans des clubs comme Southampton et l'AS Roma. Non, il n'a pas acheté des joueurs qui étaient au très très haut niveau. Il a construit un effectif pendant toutes ces années. Et c'est ça qui est merveilleux dans cette équipe de Liverpool. C'est un projet qui est construit depuis des années. Et voilà, ça paye enfin depuis maintenant quand même 2-3 ans. Donc c'est super pour Jürgen Klopp, c'est un super coach et c'est super pour Liverpool. Et il a réussi à créer un vrai collectif. Contrairement par exemple à ce qu'on voit au PSG, Liverpool joue en équipe. Et le foot est un sport collectif. Donc voilà, c'est très positif. Merci Monsieur Lecoq, merci Joachim et merci Glenn. Après en avoir terminé avec ces demi-finales de Ligue des Champions, revenons sur les deux autres coupes d'Europe, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Nous allons évoquer ce qui s'est passé la semaine dernière et le programme de cette semaine, notamment pour le dernier club français en lice, l'Olympique de Marseille contre le Feyenoord de Rotterdam en C4. Glenn, excusez-moi. Oui Clément, et on va commencer par notre dernier représentant français, l'Olympique de Marseille. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour les Olympiens, car dès la 18e minute de jeu, Cyriel Dessers ouvre le score pour Feyenoord. 2 minutes plus tard, l'OM craque une nouvelle fois avec le but de Sinistera. Les Phocéens sont dos au mur, mais vont se relancer avec la lourde frappe de Bamba Dieng qui termine au fond des filets. L'OM va faire mieux que redire le score. Ils vont même égaliser avec le but du Brésilien Gerson, 2 partout à la pause. L'OM est revenu de loin. Mais seulement quelques secondes après le retour des vestiaires, Caletacia n'appuie pas assez sa passe pour Mandanda et permet à Dessers d'inscrire un doublé, 3-2. S'ensuit un match serré avec des occasions de part et d'autre, mais pas de but. Victoire 3-2 de Feyenoord. Marseille devra faire mieux au Vélodrome. Dans l'autre match de Conference League, Leicester et la Roma se sont quittés sur un match nul 1 partout. En Ligue Europa, Leipzig est sorti victorieux face aux Rangers 1-0 et Francfort surprend West Ham à domicile, victoire 2-1 de l'Eintracht. Tous les demi-finales retour de ces matchs sont à suivre ce soir à 21h. On espère tous avoir un club français en finale de Coupe d'Europe. Et donc merci Glenn, c'est la fin de cette émission spéciale Ligue des Champions. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à nous donner votre avis, qu'il soit positif ou négatif. Et on se retrouve donc pour une prochaine émission pour la finale de la Ligue des Champions, donc, qui se déroulera le 28 mai prochain. Allez Liverpool!